va enchaîner sur un panel sur les industries créatives, ICC, industries créatives et culturelles au Sénégal, dont le thème de ce panel, c'est soutenir le développement économique des ICC au Sénégal, formation et investissement d'avenir. Avec moi aujourd'hui, j'ai de nombreux intervenants, comme vous pouvez le voir, puisque les ICC sont au moins 9 secteurs, hein, mais on n'a malheureusement pas la place de mettre tous ces secteurs dans notre panel. Nous allons commencer à ma droite avec Oumou Diop, qui est la directrice de composantes chez GIZ, dans le programme Invest for Jobs. Nous avons ensuite Fatou Sissendiaye, la fondatrice de Pitex et la présidente de Tentex, dans le secteur du textile. Nous avons M. Doudou Sarr, directeur de Dakar Music Expo, et qui travaille aussi avec l'artiste international qu'on ne nomme plus, M. Youssou N'Dour. Nous avons ensuite Mme Camille Seck, qui est la coordinatrice de Creatifi pour la Banque mondiale Sénégal. Je précise d'ailleurs que ce panel est présenté par la Banque mondiale Sénégal. Nous avons M. Jérémy Petit, président de Oxygène Africa et président de la commission ICC, Industrie créative et culturelle du CNE Sénégal et de Eurocham Sénégal. Et enfin, nous avons Emma Sangaré, co-directrice de l'école de cinéma Courtrajmé Dakar. Alors aujourd'hui, nous allons parler des perspectives de croissance des ICC au Sénégal. Nous aborderons notamment les questions de formation qualifiée, d'investissement stratégique multisectoriel et d'attractivité du territoire. Alors, peut-être qu'on va démarrer par, pour moi, une question assez simple que j'aimerais adresser à l'ensemble des participants, mais tout d'abord sur le secteur de la musique. Quels sont pour vous les challenges que vous rencontrez dans votre secteur et les besoins que vous avez identifiés au niveau de la musique, Monsieur Doudou Sarr? Alors, les challenges, merci. Bonjour à tous, bonjour à l'assistance et à mes co-panélistes. Pour moi, qui me focalise essentiellement à l'export, mon plus gros challenge, c'est d'amener le produit au marché. L'accompagnement pour amener le produit au marché. Avec mes mecs moyens, j'ai commencé le Dakar Music Expo qui est né du constat que Dakar avait besoin d'une plateforme de lancement, d'identification de talents et d'organiser des rencontres professionnelles et d'inviter, justement parce qu'il devient de plus en plus difficile d'amener des artistes africains en Europe, de faire venir des acheteurs et de leur montrer plus d'opportunités qu'on a la possibilité de le faire dans les salons européens. Donc, le plus gros défi, c'est... Excusez-moi, hein. Ouais, ben bon. Problème technique, on réglé. Oui, donc je continue dans... Le plus gros défi pour moi, c'est l'accompagnement de la mobilité de ces artistes. Parce qu'une fois qu'on a identifié les marchés, les circuits de circulation de ces artistes, il faut les amener. Alors quand je regarde que pratiquement, quand je constate que beaucoup de pays européens ont un bureau musique export qu'on retrouve dans tous les salons et que l'Afrique n'est pas présente, encore moins le Sénégal, pour moi c'est ça le plus gros défi. Donc on a essayé d'inverser la tendance en faisant venir les acheteurs ici, mais ça ne suffit pas. Et on parle justement de mobilité internationale des artistes et on en reparlera à travers ce panel. Je vous remercie déjà d'avoir parlé de vos besoins spécifiques et des challenges du secteur de la musique. J'aimerais passer justement aux solutions peut-être de financement qui ont été identifiées avec Creatifi au niveau de la Banque mondiale. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, Madame Seck? Et on va mettre aussi la présentation de la Banque mondiale pendant que vous parlez. Bonjour tout le monde, merci beaucoup, merci Monsieur Fall. Alors déjà, j'aimerais dire une chose, donc Creatifi, c'est un projet qui est mis en œuvre par la Banque mondiale dans plusieurs pays, dont 5 en Afrique, et qui est financé par l'Union européenne. Donc ce qui explique aussi pourquoi on est là aujourd'hui. Nous, on travaille sur un projet d'assistance technique, donc c'est-à-dire qu'on travaille vraiment sur la structuration du secteur des ICC et plus spécifiquement sur des filières porteuses comme la musique, l'audiovisuel et la filière textile-habillement. Donc nous, on ne va pas faire de financement direct.
Par contre, on va faire en sorte de faire un état des lieux sur les cadres réglementaires, les politiques nationales, et on est en train de travailler avec le gouvernement, notamment avec le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, sur des plans de développement stratégique sur ces filières-là, qui peuvent permettre, avec une structuration, une revue, une mise à jour de certains cadres réglementaires, un marché plus favorable au financement. Derrière la Banque mondiale c'est un groupe, donc il y a la Banque mondiale, mais il y a aussi AFC. Et AFC, c'est sa mission première d'aller financer le secteur privé. Aujourd'hui, on en parlait ce matin avec les confrères et consoeurs d'AFC. Aujourd'hui, la manière dont AFC se positionne sur des financements, les industries culturelles et créatives, de par leur nature de PME, ça demande à AFC une certaine revue aussi de leur manière d'appréhender les financements, parce qu'ils doivent avoir des financements qui sont adaptés à la nature même des industries culturelles et créatives. Donc ça va être des négociations avec des banques, ça va être des partenariats avec des investisseurs, de monter des capitaux qui sont vraiment adaptés aux ICC. Donc aujourd'hui, le groupe en est là de poser les recommandations, de travailler main dans la main avec les États. Juste sur cette slide, ce qui est important, par exemple, aujourd'hui, et ce qui fait qu'on a du mal à financer les industries culturelles et créatives, c'est que nous n'avons pas de données économiques chiffrées. Et d'ailleurs, on a rencontré Monsieur le ministre de la Culture en 2 minutes. C'est la première chose qu'il nous a dit, comment on va avoir ces données chiffrées. Donc comment on va les avoir avec le secteur privé, avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal, mais qui aujourd'hui n'a pas de compte dédié aux industries culturelles et créatives. Donc déjà, on a un premier travail d'aller créer au niveau de la NSD un compte satellite dédié aux ICC pour pouvoir mesurer le poids économique. Voilà. Et c'est très important de dire qu'il y a quand même un travail, je dirais, de suivi très important au niveau des autorités pour appliquer les stratégies ou la vision que vous avez pour que ça suive aussi au niveau de l'État. Moi, j'aimerais parler maintenant du secteur de la mode et du textile avec une question qui s'adresse tout de suite à Madame Oumou Diop ainsi que Fatou Sissendiaye, parce que vous travaillez ensemble, Pitex et le GIZ. Ma question, finalement, c'est une question double. Quelles sont les activités spécifiques de Syntex en matière de professionnalisation du secteur textile? Et peut-être que vous allez parler aussi de l'export. Et comment le GIZ a accompagné Syntex et Pitex? Bonjour à tout le monde. Je suis très ravie d'être avec vous sur ce panel. Je vais d'abord m'attarder sur ce que c'est que Syntex. C'est très très important en fait de savoir qu'aujourd'hui, au Sénégal, la chose la plus difficile quand on est dans un secteur ou dans un domaine bien précis, c'est de réussir à mettre ensemble l'ensemble des acteurs de ce secteur qui sont sur la chaîne de valeur. Et c'est ce que la GIZ a réussi avec nous. Donc c'est un travail de longue haleine, ça a duré 2-3 ans, mais ça aboutit à quelque chose de très concret. Donc ça aboutit à Syntex, Sénégal Textile. Syntex, c'est une association qui regroupe l'ensemble des acteurs du monde textile habillement, donc en partant de la culture du coton jusqu'au produit fini. Donc quand on dit culture du coton, on va avoir FNCP qui est sur toute la partie culture. On va avoir aussi Sodefitex. Après, sur la partie transformation, on va avoir Domitexka de Saloum. On va avoir Rabalma qui fait aussi tout ce qui est tissage artisanal. Et on va avoir aussi des confectionneurs comme Pitex, NSTS. Et on va avoir aussi ce qui est très très rare, c'est les fonctions support comme le Dakar Design Hub qui va être une centre de formation. Donc en fait, c'est très intéressant ce genre d'association parce qu'encore une fois, ça associe l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec la GIZ quand on met à part tout le travail assez dur quand même, il faut le souligner, de nous réunir et qu'on puisse déjà créer cette synergie, c'est aussi de nous accompagner de manière très individuelle. Je prends mon exemple, donc je suis la directrice générale de Pitextile, plateforme industrielle du textile à Louga. On est une usine qui confectionne des vêtements. Donc que cela soit des tenues de sport, des tenues de travail,
des tenues, ce qu'on appelle FDS, force de sécurité ou de défense, des tenues scolaires, je passe, mais aussi des tenues de la mode. Et en fait, quand on a commencé, on a vu qu'on avait 3 défis majeurs à relever. Il y avait le défi de tout ce qui est matières premières, l'accès aux matières premières, défi de formation, mais aussi défi de fidéliser nos salariés, mais aussi de qualité. Donc je prends défi de formation. Donc avec le travail qu'on a fait avec la GIZ, on a pu faire venir des experts internationaux, d'Éthiopie par exemple, et qui sont restés pendant 1 mois à l'usine pour former nos salariés sur ce que c'est que la qualité quand on parle d'export. C'est un grand sujet, hein, parce qu'au Sénégal, on a une forte et une très riche culture textile, mais malheureusement, en termes de finition et de qualité, on a encore beaucoup de choses à travailler. Ça commence, hein, ça commence. Mais quand on veut exporter à l'international et aller adresser des grandes marques à l'international, il faut qu'on soit nickel sur ces points-là. Et donc ça, c'est un travail qu'on a fait avec la GIZ, en dehors d'autres accompagnements sur le plan technique, par exemple. Ça peut être co-investissement pour achat de machines. Et cet accompagnement, on va le trouver chez Pitex, mais aussi chez d'autres acteurs. Et effectivement, on vient d'avoir la présentation Pitex que je vais continuer à afficher pendant que vous parlerez au Moodiop. Est-ce que vous pourrez nous en dire plus sur cet accompagnement de la GIZ dans le secteur textile, mais aussi sur les challenges et les défis de ce secteur? Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez? Alors, je pense que Fatou, effectivement, est revenu sur un certain nombre de défis qu'on a trouvés au niveau du secteur. Et comme elle l'a rappelé, l'approche de la GIZ a toujours été une approche chaîne de valeur. Parce que si aujourd'hui, effectivement, on veut porter du Made in Sénégal, en faire une réalité et porter des vêtements 100% Made in Sénégal, il faut d'abord commencer par le début. Et le début, c'est la production de coton. Au Sénégal, on a une production qui reste quand même faible. Et au cours des dernières années, on s'est même rendu compte que la production a baissé. Et cela s'explique par différents facteurs. C'est lié aux facteurs climatiques, d'une part, mais c'est aussi lié à un déficit en termes de politique et de vision stratégique pour le secteur. On doit le dire comme ça. Et du coup, l'approche pour nous, ça a été en tout cas d'accompagner cette fédération à travers aussi la Sodefitex pour améliorer le rendement de la production cotonnière. Mais pas seulement le coton conventionnel, parce que si on se compare à d'autres pays tels que le Burkina, le Mali, le Sénégal est vraiment loin derrière. On n'a pas les mêmes capacités, mais l'idée c'était justement de trouver un secteur niche. Et donc on est allé sur le bio et c'est une promotion qu'on fait, de produire plus massivement le coton bio, qui est d'ailleurs beaucoup plus demandé sur les marchés internationaux. Et c'est un travail de tous les jours parce qu'il faut former les agriculteurs, il faut aussi sensibiliser les autorités et les pouvoirs publics sur ces aspects-là de développement. Donc ça, c'est un premier défi, augmenter le rendement de la production cotonnière. Un deuxième défi, ça va être justement au niveau de la transformation. Une fois que le coton est produit, il faut le transformer. Et donc, il y a des usines qui sont là, bien installées au Sénégal, mais qui ont fait l'objet de pas mal de problèmes durant ces dernières années. Et l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est d'entrer dans une phase de redressement et de relance de ces usines-là. Et c'est un travail qui a commencé avec Dometex 4 Saloum, et où, à travers un long accompagnement, on a pu quand même avoir aussi un accompagnement considérable de nos leviers au niveau de la coopération allemande au développement, à savoir l'instrument KfW, qui a pu investir dans KfW, cette usine. Les Allemands, hein, voilà, toujours. C'est la banque d'investissement de l'Allemagne. Tout à fait, tout à fait. Et donc, il y a un plan de relance qui est en cours d'exécution. On attend justement les résultats pour pouvoir sortir du tissu sénégalais, que les acteurs comme Pitex, comme les gens qui sont dans le tissage pourront utiliser. Enfin, troisième défi, la formation. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais en tout cas, c'est un défi clé. Et cette formation, elle est requise non seulement au niveau des industriels, et je dois juste rappeler qu'au Sénégal, malgré tout le potentiel et malgré toute la diversité et l'expertise de nos acteurs au niveau de la mode, du design, de façon générale, on n'a aucune école qui forme aujourd'hui à l'ingénierie textile parce que c'est un métier
qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser. Et si on veut aujourd'hui passer à une phase d'industrialisation ou de semi-industrialisation, il nous faut beaucoup d'ingénieurs et de techniciens. Et ça manque. Et donc, c'est aussi un programme qu'on a commencé avec Domitexca, qu'on va poursuivre aussi avec Pitex et les autres acteurs. Mais c'est l'occasion pour moi vraiment de lancer un appel aussi aux autorités pour qu'on arrive vraiment à créer plus d'écoles qui forment à ces métiers. Parce qu'en dehors de l'agroalimentaire, le deuxième secteur stratégique, c'est vraiment le coton, le textile, habillement. Parce qu'on a besoin de manger et de se vêtir. C'est deux besoins essentiels. Voilà. Retenez bien les deux besoins essentiels, textile et aliments. Et effectivement, on est encore sur le sujet de la formation. Avant de passer au sujet de la mobilité internationale et aussi du rôle de l'État, en tout cas de l'export des talents grâce à l'investissement de l'État, l'attractivité du territoire finalement. J'aimerais peut-être clôturer ce sujet pour passer au secteur du cinéma avec Emma Sangaré, directrice de l'école Courtrage-Médaka. En termes de formation, quelles sont vos initiatives aujourd'hui en termes de réalisation, d'insertion professionnelle pour vos étudiants? Bonjour, bonjour à tous, merci. En effet, je crois que tous les secteurs ont parlé de la formation. Depuis maintenant 5 ans, on s'est posé la question de comment dans des filières créatives avoir autant une formation qu'un emploi. Donc l'employabilité a toujours été ce qui a guidé nos choix. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est une école militante, engagée, sociale, et c'est donc un projet de formation et d'insertion professionnelle dans les métiers de l'audiovisuel et du cinéma. Ça veut donc dire qu'il est à destination principalement de la jeunesse éloignée de l'emploi, de la formation, et qui donc a beaucoup de freins périphériques pour accéder à ça. Donc on vient aussi en soutien, au-delà des compétences métiers, il y a un suivi psychosocial qui permet sur des formations qui sont sur des durées assez courtes de 6 mois à temps plein, à la fin de pouvoir... Donc c'est comme une prépa, c'est-à-dire qu'à la fin, soit tu peux aller travailler, tu as un métier, et je suis quand même très fière de voir plus de 4 jeunes sortis de l'école en train de travailler devant moi. Donc voilà, c'est très concret. Soit tu as les compétences et les bases pour aller plus loin, et donc pour aller postuler dans des labs, pour faire ton premier film seul, mais il faut construire un parcours professionnel dans le cinéma. On n'a pas juste une idée et on va à Cannes. Et donc il y a aussi un travail d'orientation. Donc aujourd'hui, l'école Courtrage-Mé a un taux d'abandon de 0%, plus de 90% de taux d'insertion professionnelle rémunéré. On produit des courts-métrages, on a une société de production rattachée à l'école qui permet de créer de l'emploi. On fait toute la mise en réseau des sortants pour qu'ils puissent aller sur le marché du travail. Donc on fait tout un accompagnement à ce niveau-là. On a une chaîne digitale et bientôt un studio IA. Donc ça veut dire qu'on a réfléchi à toute la structuration. On fait donc aussi la distribution de toute la chaîne de valeur dans un seul écosystème pour qu'il soit rentable et pour qu'on puisse continuer à offrir des formations gratuites pour les bénéficiaires. Parce que je ne pense pas que les 19 millions de jeunes qu'on rêve de former ont les moyens d'aller payer des écoles et des formations. Et c'est très intéressant. Je rappelle que l'école Courtrage-Mé est gratuite. Donc Oui. tout ça, c'est vraiment énormément de bénéfices qui sont apportés aux jeunes, aux futurs professionnels du cinéma. Et j'aimerais enchaîner sur la question de la mobilité internationale et qu'on enchaînera bien sûr dans tous les secteurs. Quel est votre point de vue sur l'accompagnement de talents à l'international, notamment donc, talents du cinéma, sur les marchés internationaux? Je pense au Festival de Cannes, je pense à la Berlinale, à Sundance, des grands noms que vous devez connaître. Mais quelle est la position finalement des professionnels du cinéma sénégalais dans ces marchés-là? Et comment vous faites cet accompagnement-là? Premièrement, je pense qu'ils sont en effet présents, mais qu'il faut apporter des nuances. Il y a le cinéma, il y a l'audiovisuel, il y a les séries, et que dans tous les cas, il faut commencer par être reconnu chez soi et être légitime sur son territoire, dans son audience et son marché. Il faut connaître son audience et son marché pour ensuite avoir la légitimité d'aller et d'exporter à l'international. Donc tout ça, c'est vraiment la construction d'une carrière et d'un parcours. Donc si je prends un jeune de 20 ans, il fait 6 mois de formation, il s'oriente, donc il comprend déjà les métiers de l'audiovisuel. En sortant, il va devoir aller pratiquer. Et s'il veut être en plus réel, parce que c'est ça dont on rêve pour arriver à Cannes, s'il va tout de suite à Cannes, c'est flippant en fait d'arriver à Cannes. Il faut être prêt, il faut être accompagné. Donc ça veut dire que nous, on va faire tout le travail, et quand il aura
au moment où il sera prêt à y aller, a priori, il aura peut-être plus besoin de moi, parce qu'il aura tout, et tant mieux en fait, parce que du coup, je prendrai d'autres jeunes que je vais accompagner. Donc c'est un parcours, ça prend du temps, il faut rêver, mais il faut aussi être réaliste. Merci beaucoup. Et Jérémy Petit, vous êtes le président de la commission ICC, du CNE Sénégal et de Eurocham Sénégal. On a parlé de la relation avec les autorités et vous allez présenter après la stratégie de l'ICC. Mais avant cette présentation, moi, la question que je voudrais vous poser, c'est en tant que président, quelles sont vos actions auprès de l'État pour les mobiliser dans ces actions-là, mais aussi avec le secteur privé? Alors, bonjour, Jean. Tout d'abord, je souhaiterais vraiment que l'assistance puisse... alors, mon micro, voilà, que l'assistance puisse... l'assistance puisse... Je reprends. Bonjour, Jean. Tout d'abord, pour commencer, je souhaiterais que l'assistance puisse applaudir tous les panélistes qui sont là parce qu'ils font un travail incroyable. Vraiment, applaudissez-les. Parce que ce que Emma fait chez Courtrajmé, c'est juste incroyable. Ce que Camille fait pour la structuration du secteur, en collaboration bien évidemment avec AFC, c'est incroyable. Lancer un festival comme celui que Doudou a fait, c'est incroyable. Et tout ce qui s'est dit sur le secteur de la mode, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et vraiment, je vous félicite pour ça et vraiment, je vous encourage. Alors, nous, notre rôle... Moi, mon rôle au sein du Conseil national de l'entrepreneuriat, présidé par Mohamed El-Bachir Niang, c'est bien évidemment de trouver la manière avec laquelle on peut interagir avec les autorités pour, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi, leur faire réaliser l'importance des industries culturelles et créatives dans un pays. Comme je le dis à chaque fois, les industries culturelles et créatives, c'est un peu le département communication d'un pays. Parce qu'on a tellement de talent dans l'art, dans la culture, dans la création, que si tout cela est mis en avant et en exergue de la bonne façon, ça permet de faire rayonner un pays, de générer bien évidemment des encaissements pour le pays et voilà, et d'attirer aussi de l'investissement. Donc c'est quelque chose qui est véritablement important. Et je pense qu'au niveau des autorités, il faut les accompagner dans ce sens. Il faut leur expliquer. Et c'est des choses qui prennent du temps, voilà, et qu'il faut faire bien évidemment un pas après l'autre. Et aussi, et c'est pour ça que j'ai souhaité saluer encore une fois les panélistes ici présents, c'est le travail de terrain concret au quotidien que chacun d'entre vous faites, qui permet à un moment d'avoir le track record, qui fait que voilà, des institutions comme la Banque mondiale et autres puissent se dire « Ah, il est peut-être le moment de commencer à accompagner de manière plus significative le secteur des industries culturelles et créatives. » Concernant la Chambre des investisseurs européens, Eurocham, c'est la même chose. On est plus sur un axe de plaidoyer parce que les entités qui font partie de l'Eurocham, comme par exemple le groupe Canal+, comme Havas, comme beaucoup d'autres entités, ont déjà ce niveau de structuration. Donc on est plus vraiment sur la partie plaidoyer, de voir comment, par exemple, ces entités pourraient contribuer, pareil, d'une manière plus importante, à accompagner des projets dans le secteur, à mettre plus d'argent, à travers peut-être le mécénat qu'elles font déjà de manière très discrète ou de manière plus officielle, et pourquoi pas, au niveau effectivement étatique, de les accompagner dans ce sens, de leur faciliter. Et c'est mon rôle en tant que président des commissions industrie culturelle et créative, à la fois au Conseil national de l'entrepreneuriat et à Eurocham, présidé par François Cherpion, voilà, effectivement d'interagir dans ce sens avec les autorités pour faire bouger un petit peu les choses à notre niveau. Chacun d'entre nous ici présents, on y contribue dans notre secteur des ICC. Et merci beaucoup Jérémy pour cette première présentation de vos actions. Et on va revenir à la fin sur la stratégie que vous présentez aussi au niveau des autorités. Et je pense que c'est important de rappeler qu'aujourd'hui, on a besoin d'initiatives multisectorielles pour faire comprendre que le secteur des industries créatives, dans son ensemble, représente un enjeu économique pour un État comme le Sénégal et même dans toute l'Afrique de l'Ouest. J'aimerais enchaîner sur l'action de Doudou Sarr avec le DMX. Et ma question, c'est sur la mobilité internationale. Comment on exporte les talents africains ? Alors, et j'aimerais aussi rappeler, excuse-moi, je te coupe,
ce que tu m'as dit sur Youssou N'Dour, que vous revenez de la Fashion Week, vous aviez fait une activation avec la marque Messica. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une des plus grandes marques de luxe dans le monde aujourd'hui. Et ça, c'est un exemple concret d'activation et de mobilité internationale. Absolument, mais le cas de Youssou N'Dour, on ne le raconte plus. Je veux dire, à la même soirée, il y avait Davido, il y avait Tony Parker, il y avait Omalé, il y avait donc exemple comme quoi le talent africain peut peser lourd sur la scène internationale. Ça, c'est une chose. Alors, comment on s'y prend pour amener du talent à l'international? C'est d'abord une simple loi de l'offre et la demande. C'est de savoir ce qui se passe dans ces marchés internationaux. C'est de savoir quels sont... La musique n'est pas différente de l'agriculture ou du textile. C'est des courants. Il y a 5 ans ou il y a 15 ans, personne n'avait vu l'afrobeats venir, en fait. Et l'amapiano, n'en parlons même pas. Et donc, du coup, c'est être aux aguets par rapport à ce qui se passe sur le marché international. Mon défi, au départ, c'était, à force d'entendre la musique sénégalaise n'était pas exportable. Et j'ai dit, si, c'est exportable, si on travaille le produit aussi bien que le textile, si on travaille le produit et qu'on l'amène au marché. Après, maintenant, il faut connaître le marché, où est-ce qu'il est. Et c'est là où j'ai fait jouer mon expérience et mon expertise pendant 25 ans ou 15 ans aux côtés de Youssou N'Dour. Donc, une cartographie de Sydney à Los Angeles, de tous les points de distribution, pour être simple, tous les présentateurs de musique africaine au monde. Et après, on va les voir, on va leur dire, tiens, et ça se passe au sein de salons comme celui-ci, qui se passe dans le monde entier, et où le Sénégal et l'Afrique sont sous-représentés. Donc, amener le produit au marché, accompagner la présence dans ces salons, c'est comme ça qu'on arrive, après avoir identifié ces talents qui sont exportables, bien entendu, c'est comme ça qu'on arrive à avoir un produit au marché. L'exemple que je citerai, ils ont quitté Sénégal, le Dakar hier nuit, pour une série de 6 concerts en France ce mois d'octobre. C'est le groupe Def Mama Def qui, pour moi, est le cas d'école du DMX. Voici un groupe qui est né du DMX et qui maintenant a au moins 85 concerts partout en Europe jusqu'au Canada ces 2 dernières années. Et c'est la preuve palpable que c'est faisable. Avec un petit peu de soutien des entreprises, de l'État, on peut multiplier ça par 100 parce qu'on sait ce qui se passe sur l'international. Et il y a une sous-représentation. D'ailleurs, au niveau du jazz, par exemple, il y a une forte demande en ce moment de jazz africain. Mais, alors, on va présenter qui à Jazz Ahead, à Bremen, et avec quel accompagnement. Donc, voilà un petit peu, ramasser un petit peu rapidement comment on s'y est pris, par exemple, avec le groupe Def Mama Def, avec un autre groupe de guitaristes guinéens et maliens qui, eux, vont commencer l'année prochaine. C'est savoir ce que l'État, le marché attend et de leur amener ça. Et je dis tout le temps en Wolof, quand on prend un conteneur de viande de porc et qu'on l'amène en Arabie Saoudite, ne t'étonne pas que ça ne se vend pas, quoi. Ouais, voilà. Donc, Et là, c'est très clair, c'est finalement comment on package nos talents pour les exporter à l'international. Et j'aimerais rappeler que la musique est aussi un vecteur pour d'autres secteurs comme le textile. On voit les habits traditionnels dans des clips de Wally Seck, dans des clips de Deep Dougis, qui vont amener les gens à vouloir porter du Made in Sénégal. Et justement, ça me fait enchaîner sur une question pour vous, Madame Fatou Ndiaye, c'est est-ce que le Made in Sénégal est une réalité aujourd'hui ou un mythe? Et comment vous arrivez à exporter le Made in Sénégal? Alors, le Made in Sénégal n'est pas une mythe, c'est quand même une réalité. On a encore beaucoup de travail à faire pour que cela s'étende au-delà même de l'Afrique, à l'international, dans l'Occident, et ça commence déjà. Donc, ce n'est pas une mythe, c'est une réalité. Et en fait, je pense que quand on parle d'exportation, surtout sur le domaine textile, il faut voir 2 choses. La première chose, en fait, c'est l'exportation culturelle. C'est ce que je porte, c'est ce que vous portez. Comment demain, on arrive à le faire porter à un Occident. Ça, c'est l'exportation culturelle du textile. Après, il y a l'autre type d'exportation, ce qui se fait dans mon usine. En fait, c'est une usine de confection textile.
On confectionne aussi des pantalons, des chemises, donc des vêtements aussi qui sont européens ou occidentalisés, et on l'exporte. Donc c'est comment on va arriver à faire venir des grandes marques, normalement je ne dois pas citer, mais Zara, H&M, d'autres, qui aujourd'hui produisent en Turquie ou au Maroc. On a un main-d'œuvre beaucoup plus accessible. On a aussi une culture du tissu, donc du textile très très riche. Comment on fait pour faire venir ces marques ici? Donc il y a deux types d'exportation. L'exportation culturelle de nos tenues, qui peuvent être du tradi moderne, comme on le dit, mais aussi l'exportation en tant qu'industriel textile. Et en fait, dans ces deux cas, la base, c'est répondre à des normes internationales. Et ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est savoir adresser les besoins du marché. Et ça passe par le développement des compétences, ça passe par un packaging qui est en phase avec le marché qu'on vise, et on y arrive. Je prends l'exemple de Pitex. On va commencer nos premières exportations en Allemagne, mais aussi aux États-Unis avec BLM, Black Lives Matter, qui est tous les t-shirts qu'ils portent aujourd'hui, ils ont fait le choix de le produire en Afrique, au Sénégal, plus précisément à Louga. Et en fait, au-delà, ça passe aussi par une identité. Quand je dis une identité, c'est qu'aujourd'hui, quand on est dans notre secteur, il faut qu'on prenne en compte certains paramètres. La durabilité, par exemple. Notre impact et notre ancrage social. Et en fait, aujourd'hui, quand on exporte, c'est des paramètres qui sont aussi vus, comment l'activité qu'on mène impacte la société de manière très positive. Et des fois, c'est par ce choix-là que, voilà, c'est un critère de choix. Alors, c'est très intéressant, mais je pense qu'on a parlé de cette problématique aussi tout à l'heure. Il y a toujours une problématique de financement, même pour l'export. Et on parlait de l'implication de l'État. J'aimerais revenir sur les activités au niveau de la Banque mondiale. Est-ce que vous avez des dispositifs nationaux de financement pour les entreprises ICC? Est-ce que vous avez une perspective là-dessus? Alors, donc, au niveau de la Banque mondiale, Creatify est rattaché à un programme qui est dirigé par ma responsable, ici présente, Yana Huxmalinska, qui est responsable du développement du secteur privé au Sénégal, qui est directement rattaché à la DEPME. C'est le programme ETHER, donc Emploi et Transformation économique rapide. Et donc concrètement, dans ce programme qui vise à soutenir les PME, à les dynamiser à travers l'agence de la DEPME, l'enjeu c'est d'aller créer un guichet dédié aux industries culturelles et créatives, de pouvoir accompagner des entreprises avec toutes leurs spécificités sur les industries culturelles et créatives. Donc ça, c'est ce que nous, Banque mondiale, avec des structures étatiques, on peut mettre en place et on peut faire. Après, pour revenir sur la question de la mobilité, il y a la Direction des Arts qui a un fonds de mobilité, qui de plus en plus, on le voit, donc qui est rattaché au ministère de la Culture et qui a une volonté de transparence, qui lance des appels à projets tous les 6 mois, qui publie la liste des bénéficiaires. Donc ça, c'est quelque chose qui vient d'arriver très récemment. Il y a le fonds des cultures urbaines aussi, dans lequel il y a un fonds de mobilité. Dans une autre casquette d'actrice culturelle, il y a 2 artistes qui viennent de faire un des plus gros festivals de musique électronique au Maroc, qui s'appelle le Moga Festival, que j'ai emmené au Moga et qui ont bénéficié de cette mobilité du FDCU. Donc il y a des choses qui sont mises en place. Après, la mobilité, ce n'est pas qu'une question de fond. On vient de traverser l'expérience douloureuse avec Doudou de la Colombie. C'est très bien d'emmener des artistes en Colombie, de faire du Sud-Sud, mais le Sud-Sud n'existe pas. Il faut faire des transits, il faut faire des visas, avec des coûts de visa Schengen pour passer 3 heures dans un aéroport européen. Voilà. Donc c'est aussi le politique finalement qui a un rôle très important donc dans la mobilité. On a quand même aussi, au-delà de la question de financement, et après il y a aussi, on revient à la question de la formation sur les talents doivent être prêts à s'exporter. C'est comme quand Emma parle d'envoyer des élèves de Courtrajmé à Cannes, il y a tout un travail préparatoire. Nous, on le fait au Dakar Music Expo. Avec Doudou, cette année, on a organisé 300 speed meetings, non, c'est ça, et on a dû préparer
les jeunes entrepreneurs, artistes à ces exercices-là. Donc il y a un certain nombre de choses pour pouvoir être, on va dire, prêt à la mobilité aussi. Emma, il nous reste encore quelques minutes parce que Madame Fatou Ndiaye doit nous quitter malheureusement après pour un pitch. J'aimerais peut-être te poser une question si tu veux rebondir sur cette question de mobilité et ensuite on passera à Jérémy Petit qui nous parlera de la stratégie ICC. Non, je pense que ce soit le cinéma ou la musique, on a les mêmes envies de mobilité. On a envie d'aller vers l'extérieur, on a envie de s'exporter. Si on fait un film, c'est pour qu'il soit vu, donc c'est une question très importante. Mais voilà, elle doit être légitime, c'est organisé, donc enfin voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce qui a été dit, mais je vais revenir sur ce qu'a dit Doudou, sur l'importance de mise en réseau localement. C'est-à-dire que d'événements, ils ont à un moment, et c'est ça qui était intéressant, je pense, c'est que par exemple dans le cinéma, on n'a pas assez, localement, on n'a pas un événement marché où en fait on peut aller pitcher, on peut rencontrer, et ça pour dynamiser un secteur et pour aussi convaincre des États ou des politiques publiques qu'il y a un marché, il faut déjà l'avoir localement. Donc si on n'existe pas localement, c'est très compliqué d'aller le défendre à l'international. C'est pour ça que je reviens au fait qu'on doit déjà se structurer ici, on doit déjà localement nous être forts, avoir des résultats, un impact, des chiffres, pour ensuite aller plaider une cause ailleurs. Et donc je voudrais aussi dire que tout le hall de la DPME, c'est beau, c'est magnifique, mais j'ai l'impression que tout le monde y va pour du divertissement et c'est ce qu'est la culture, mais en fait ils cherchent tous aussi des investisseurs. Et ça c'est important de dire qu'on ne peut pas tout le temps être mis à côté. Et en fait, donc j'espère que les gens qui sont là, ce sont des investisseurs aussi dans les ICC, parce que c'est pas juste beau la culture et c'est pas juste du divertissement. On a besoin de soutien à tous les niveaux. On existe, notre secteur il est compliqué, mais si on vous intéresse, venez chercher à nous comprendre. C'est important parce que derrière on a les ressources humaines, on a les idées. Mais donc prêtez attention aux stands là-bas, ils ont aussi besoin d'investisseurs et voilà, ils sont aussi là pour ça. C'est pas juste pour la beauté, parce que tout est magnifique, je suis bien d'accord. Et j'ai vu une main levée quand vous avez dit investisseurs, donc peut-être regardez bien les personnes qui relève sa main, je ne l'ai pas vu. Alors, juste avant de passer à la dernière intervention, Fatou Cissé Ndiaye doit nous quitter, donc je vous laisse peut-être dire un mot de fin. Je suis désolée de vous quitter à ce stade. C'est très, très... au-delà d'être intéressante, c'est aussi pour nous l'occasion de vous faire connaître ce qu'on est en train de faire sur Syntex. La question de l'investissement, on a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je laisserai Oumou le faire à ma place. Donc j'espère vous revoir dans d'autres occasions, surtout ceux qui sont positionnés sur les ICC, parce qu'on a énormément de choses encore à faire ensemble pour amener ce qu'on est en train de faire, que ce soit au niveau de la musique, cinéma, textile et autres, au-delà de nos frontières, à l'international. Et c'est un travail qui est gratifiant, challengeant, très dur, vraiment très dur, mais je pense qu'il y a des hommes et des femmes très engagés qui les portent et c'est rassurant. Voilà, donc merci. Je vous souhaite une bonne continuation sur ce panel et au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup, vous pouvez l'applaudir. Et Oumou, peut-être que vous voulez rebondir. Vous l'avez, le micro? Ouais, voilà. Allez-y. Oui, merci Paul. Jean. Oui. C'est moi. Donc oui, peut-être rebondir sur ce que Fatou vient de dire et insister sur un aspect fondamental qui a été cité tout à l'heure par monsieur, qui disait qu'effectivement, si on veut aujourd'hui que les politiques portent la question du développement des industries culturelles, il faut qu'ils entendent les acteurs, qu'ils comprennent ce qui se fait. Et dans ce cadre-là, moi, je vais tendre la main, parce qu'en fait, depuis 2 ou 3 années, on est en train de travailler avec les autorités, particulièrement pour le secteur du coton, textile, habillement, à formuler un plaidoyer. Et ce plaidoyer, il est né et porté par les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire les acteurs du secteur privé, donc qui connaissent leurs problématiques, qui ont aussi des données qu'il convient aujourd'hui de traduire en chiffres clés qui peuvent parler et définir, enfin servir de base en tout cas à la définition d'une politique bien articulée. Et mon invitation, ce serait justement de voir comment aujourd'hui on pourrait travailler pour nous en tout cas renforcer un peu
les domaines qu'on couvre, au-delà du textile, voir comment on peut vraiment élargir ce plaidoyer politique-là pour que justement on ait une voix qui porte plus et que le poids qui ressort de ce secteur-là, il soit davantage mis en exergue pour que les acteurs comprennent qu'effectivement, il y a matière à faire rayonner le Sénégal en passant par les ICC. Voilà. Et ça me permet de faire la transition sur le dernier passage de ce panel, où nous avons justement des problématiques de mise en avant, de mise en lumière, de rayonnement et de vision stratégique. Et aujourd'hui, Monsieur Jérémy Petit vient nous présenter la stratégie ICC du Conseil national de l'entrepreneuriat du Sénégal pour les ICC et le développement de l'attractivité du territoire. Est-ce qu'on peut mettre la présentation de Monsieur Petit, s'il vous plaît? Janice, je ne sais pas si tu nous entends. La présentation arrive. Super. Merci beaucoup, Jean. Merci également à Monsieur Jude et Monsieur Discassiati qui font un travail incroyable sur le stand européen. Ça, je tiens à le souligner, c'est véritablement important. Bon, avant de parler de la stratégie sur laquelle nous avons travaillé au niveau du Conseil national de l'entrepreneuriat, je voudrais revenir sur un propos qui a été énoncé par ma chère Emma, qui a dit « Venez chercher à nous comprendre », si j'ai bien entendu. Et je pense que c'est véritablement important aujourd'hui que les bailleurs, les institutions financières puissent, ma foi, faire l'effort de venir comprendre le fonctionnement des industries culturelles et créatives. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés par rapport aux standards de lecture habituels du secteur financier à comprendre comment fonctionne le secteur des ICC, que ce soit bien évidemment les chaînes de valeur, que ce soit bien évidemment les mécanismes et autres, ou tout simplement comment chaque acteur du secteur gagne sa vie, gagne de l'argent. Emma le disait très bien tout à l'heure, le modèle économique sur la partie cinématographique est totalement différent d'un autre acteur du secteur qui va pouvoir immédiatement vendre son produit. Et donc, c'est vrai que cela demande aux institutions financières, aux bailleurs, disons, de se réadapter par rapport au secteur des ICC pour pouvoir les accompagner voilà, peut-être de manière différente que sur d'autres secteurs d'activité où d'une certaine manière tout est déjà fait. Pour parler maintenant de la stratégie industrie culturelle et créative sur laquelle nous avons travaillé, elle est assez simple. Elle est basée sur le fait de faire rayonner, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'art, la culture, les talents, voilà, de les mobiliser effectivement au niveau du Sénégal. Je reviens encore une fois sur ma copanéliste qui l'a dit tout à l'heure. Hein. Avant de vouloir rayonner à l'extérieur, il faut que en interne, à l'intérieur du pays, on puisse déjà se structurer et on puisse déjà avoir, ma foi, le track record nécessaire pour pouvoir parler à l'extérieur. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants. Et pendant que je vous coupe, parce qu'on peut peut-être remettre la présentation, pendant que vous nous expliquez cette stratégie, je ne sais pas, Badou, Janice, si vous pouvez remettre la présentation. Voilà. Et donc, pour finir sur, effectivement, cette stratégie ICC, donc voilà, comme on dit, les industries créatives, on le sait, hein, culturelles et créatives, c'est 3,1% du PIB mondial, 6,2% des emplois dans le monde. Donc, ça constitue un élément levier important pour le Sénégal. Si le Sénégal, bien évidemment, fait l'effort qu'il faut au niveau de nos autorités pour nous accompagner dans ce sens-là. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, ce que ça peut générer, voilà, en point de vue financier. Donc, il y a des projets importants qu'on est en train de faire avec le Conseil national de l'entrepreneuriat, c'est identifier au niveau de nos membres ceux qu'on peut accompagner en termes de structuration et développer des grands projets comme par exemple un projet de studio qui peut être matérialisé effectivement en co-construction avec d'autres acteurs du secteur qui ont la même idée d'ailleurs. C'est des choses qu'on pourrait mettre en place par la suite pour citer un exemple. Voilà, je vous remercie. Et au niveau de l'avancement de cette stratégie, aujourd'hui, vous avez commencé à discuter avec les membres du gouvernement, aux autorités par rapport à ça?
Alors, nous avions eu une audience avec le ministre de l'économie, lors de laquelle nous avons effectivement commencé à exposer la vision par rapport à cette stratégie au niveau des industries culturelles et créatives. Il y avait une compréhension vraiment parfaite, et vraiment je tiens encore une fois à le saluer. Et il y a effectivement différents rendez-vous qui sont fixés, différentes séances de travail où on va réfléchir ensemble et co-construire les choses afin de les faire évoluer et, je l'espère, si Dieu le veut, les concrétiser. Merci beaucoup. Et on a vu très brièvement sur le document qu'il y avait cette image avec tous les secteurs qui étaient finalement imbriqués entre eux, et qui se répondent entre eux. En termes, ils se nourrissent en quelque sorte économiquement, structurellement, en termes de moyens de production, en termes de financement aussi. Et je pense que tout ça, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Oui, pour finir, je voulais juste lancer un appel. On a de très bons exemples de benchmarking sur le continent. On a le Maroc en premier lieu. Le Maroc, pour moi, c'est le pays où on a le plus réussi à mettre en exemple les ICC. Absolument. On a le Rwanda, le Bénin, qui commence à prendre une distance vis-à-vis du Sénégal, la Côte d'Ivoire. Donc, je lance un appel aux dirigeants de ce pays de se pencher, de s'inspirer de ce qui s'est fait au Maroc pendant des années, ce qui se fait au Rwanda, le Bénin récemment, la Côte d'Ivoire. C'est pas compliqué, c'est pas de la physique nucléaire, c'est très simple. Il suffit que, par exemple, juste un truc très bête que je dis, il suffit que le président prend un décret et dit il faut peindre toutes les maisons de Toubab Dialaw en blanc. Et on a un mini Corfou au Sénégal, en image. Ça, c'est un décret, ça n'a pas besoin du FMI, non, on n'a pas besoin de ça. Donc, de s'inspirer de ce qui se passe autour de nous. Marrakech, c'est la ville rose, c'est pas par hasard, ça a été pensé. Et c'est simple. Ouais, voilà. Merci. Merci, Monsieur Sarr. Et pour terminer, Monsieur Petit, quel est votre sentiment finalement sur l'avenir des ICC au Sénégal? Non, je pense que l'avenir des ICC au Sénégal a un gros potentiel. Et comme Doudou l'a très bien dit, je veux dire, il n'y a rien à, d'une certaine manière, on ne va pas inventer voilà, la roue, si je peux m'exprimer ainsi. Et il y a des exemples, comme Doudou l'a très bien dit, qui existent, hein, avec le cas de Visit Rwanda, avec le Ghana, avec le Nigeria. Voilà, des exemples concrets qui sont là et qui ont fait leurs preuves, et qui ont fait leurs preuves sur le plan économique, et qui ont montré qu'effectivement, si on s'en donne les moyens, en commençant bien évidemment un pas après l'autre, qu'on peut arriver, ma foi, à des résultats très concrets, voilà, et qui peuvent contribuer considérablement au développement d'un secteur, comme les industries culturelles et créatives, et bien évidemment d'un pays. Je vous remercie pour ces interventions riches. Ah, une dernière intervention, on a Excusez-moi, dépassé le temps. Hein. Oui, je suis désolée, mais je trouve ça important de rebondir sur ce que Jérémy dit et sur le benchmark du Maroc, etc. Et comment les industries culturelles et créatives sont intrinsèquement liées au tourisme. Et on est très fiers et très heureux d'avoir un ministère qui regroupe culture, artisanat et tourisme. C'est très important. Juste un chiffre quand même, dans nos différentes recherches, il y a un festival en Ouganda qui s'appelle le Nyege Nyege Festival, qui a une attraction de tourisme international. Sur la population totale du festival, les touristes étrangers, pour la plupart occidentaux, représentent 30%, mais ramènent 60% du chiffre d'affaires du festival. Voilà, donc je pense que c'est intéressant de montrer à quel point il y a un potentiel économique à développer. Merci. Et merci beaucoup. Le temps malheureusement est écoulé pour nous. Merci à nos intervenants pour cette discussion riche et inspirante. On retiendra donc que la compétitivité et la croissance du secteur des industries créatives et culturelles dépend donc de 3 facteurs. L'investissement avec des projets à fort potentiel d'emploi, des projets multisectoriels, la formation dans les talents et les métiers de compétences spécialisées et l'attractivité internationale qui doit permettre au Sénégal d'être sur la carte du monde et doit être soutenu par l'État sénégalais et le secteur privé. Jean, si vous me permettez, je me permets d'inviter tous les bailleurs, toutes les institutions financières, voilà, qui souhaitent accompagner les industries culturelles et créatives, demain au Conseil national de l'entrepreneuriat à 11h,
Nous avons effectivement une réunion où nous allons interagir dans ce sens. Et votre présence, ma foi, nous vous invitons en tout cas, et vivement souhaitée. Et merci à vous encore une fois pour cet accompagnement. Et merci à cette assistance magnifique qui nous a soutenus pendant ce panel. Et merci à toi, Jean, pour cette modération incroyable. Merci à tous. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir.